Bonjour, bienvenue dans votre chronique littéraire, l'objet du livre. Aujourd'hui, dans l'objet du livre, je vous propose de découvrir, on pourrait appeler ça une saga. Nous allons parler de Marie-Jeanne la Vendéenne, avec un des auteurs, puisque c'est un ouvrage collectif, Jean-Claude Guignard, qui est avec nous. Bonjour Jean-Claude Guignard. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IUT d'Angers. C'est ça. C'est votre premier roman ? Oui, tout à fait. Et c'est même plutôt le roman de René Charrier, qui a écrit ça pendant plus de 10 ans, de 1980 jusqu'à 1992. Il écrivait le matin, en général, et en fait, il a écrit 9 cahiers au total, donc c'est une œuvre très importante. Et tant qu'il écrivait, il ne se posait pas tellement de questions, mais quand il a eu fini, il a voulu se faire éditer. Il a essayé pendant 13 ans, et c'est là que Marthe Coutan et moi, nous sommes venus à son secours, si on peut dire, parce qu'il n'a jamais pu se faire éditer pour différentes raisons. Il a écrit 9 cahiers, ça faisait plus de 1600 pages, donc c'était une œuvre considérable. Mais comme il a écrit sur une dizaine d'années, il y avait beaucoup de répétitions, il y avait beaucoup de patois, donc il fallait le remettre en forme, et je pense que c'est pour ça qu'aucun éditeur ne s'y était intéressé. Et donc ça a été notre travail, Marthe Coutan et moi, on y a passé 2 ans au total, donc de 2005 à 2007. Pour remettre tout ça en forme, mais je peux vous dire qu'on y a pris beaucoup de plaisir tous les deux. Voilà, vraiment... Donc Marie-Jeanne la Vendéenne, René Charrier, Marthe Coutan et Jean-Claude Guignard. Eh bien écoutez, je crois que c'est pour nous grand temps de découvrir notre objet du livre. Alors cet objet, Jean-Claude, quel est-il ? Eh bien, il s'agit d'un mouchoir de Cholet, le fameux mouchoir rouge de Cholet. En fait, le lien avec l'histoire, c'est que c'est l'objet que Pierre va choisir pour offrir à son amoureuse, Marie-Jeanne. Et pour ça, il va se le procurer à la foire de Cholet. Et dans le roman, il se le procure auprès de Jacques Catlinaud, qui, quelques mois plus tard, deviendra le généralissime des armées vendéennes. Alors c'est voilà. un ouvrage, une saga historique en 2 tomes. Le premier tome de Marie-Jeanne la Vendéenne nous raconte l'histoire des Vendéens. Bon, il y a la Révolution, mais c'est loin, Paris c'est loin à l'époque. On ne se rend pas bien compte, on vit sa vie, ses misères quotidiennes comme ils disent, mais malgré ces misères quotidiennes, ils ne sont pas malheureux. Non, ils ne sont pas malheureux. Ce qui les rend malheureux, c'est les suites de la Révolution, qui de plus en plus vont se faire sentir. Le livre part très très lentement, c'est la vie des paysans, les travaux, les saisons, mais de plus en plus on va sentir arriver les conséquences, c'est-à-dire que d'abord la constitution civile du clergé, qui va faire que leurs curés vont devoir prêter serment à la Constitution. La plupart dans cette région ne vont pas vouloir le faire, ils vont refuser. Alors au bout d'un moment, ils n'auront plus le choix qu'entre être exilés, la plupart en Espagne, mais il en partira aussi en Angleterre, ou bien passer dans la clandestinité, ce qu'une bonne partie va faire. Alors ensuite, donc, les paysans vont se retrouver avec des curés dits jureurs, les intrus, ils vont les appeler, qui eux ont prêté serment, qui viennent de l'extérieur, et là ils vont carrément les refuser. Qui ont prêté serment à la Constitution. Qui ont prêté serment à la Constitution, c'est ça. Et là ils vont carrément les refuser au point que la plupart vont devoir partir. D'eux-mêmes, ils vont partir parce qu'ils ne vont pas tenir. Et là les autorités, donc on voit ça arriver tout doucement dans le livre, les autorités vont fermer les lieux de culte, vont mettre les scellés sur les églises, etc. Et ça... même les cloches n'ont plus le droit de sonner. Exactement. Les villages sont silencieux, morts, il n'y a plus... Voilà. Ce qui fait la quintessence d'un village français de l'époque, c'est la cloche de l'église. Exactement. Et ça n'existe plus. Il n'y a plus. Et alors là, on voit bien effectivement la progression, c'est-à-dire que ces Vendéens qui mènent leur vie au quotidien, petit à petit, se sentent vraiment en danger, surtout quand arrive la période de l'enrôlement. Oui, mais il faut quand même dire qu'ils avaient porté des espoirs dans la Révolution. Par exemple, le fait que les biens de l'Église soient vendus, eh bien curieusement, ça a été assez bien perçu par les paysans, parce qu'ils se sont dit, on va pouvoir acheter nos terres, on va pouvoir vivre sur nos terres. Et puis en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce sont des bourgeois qui sont venus de la ville, qui ont acheté les terres parce qu'eux avaient l'argent. Et en fait, ces bourgeois-là leur ont mis une pression
encore au moins aussi fortes, disons, que ceux d'avant. Ensuite, il y a le roi qui a été guillotiné en janvier 93. Ça n'arrange pas les choses. Il faut bien dire que, bon, mais Paris, c'est loin. Paris, c'est loin, donc... Pourquoi le roi ou le roi parce que c'était pas des fanatiques catholiques, hein, loin de là. Ces Vendéens, ils vivaient leur foi, surtout pour les baptêmes. Enfin bon, il y avait les messes, mais enfin comme c'était à l'époque, c'était vraiment des gens mesurés en tout. Et c'était pas non plus des fanatiques du roi. Seulement, ils avaient, comment dire, le roi à l'époque, c'est quand même le représentant de Dieu sur terre, donc il y a une espèce comme ça, on observe, on est déférent et on ne touche pas au roi. Voilà, bon, mais ça n'a pas été la raison principale. Hein. La raison principale, ça a été la fermeture des lieux de culte, certainement. Et puis, alors, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est évidemment la levée en masse de 300 000 hommes, dont 3 000 dans cette région qu'on appelle la Vendée, mais qui n'a rien à voir avec le département de la Vendée. Parce que si on trace une ligne qui va des Sables d'Olonne à Fontenay-le-Comte, tout le sud n'est absolument pas concerné. Alors que, bon, le bocage, évidemment, le marais breton, oui, disons les Mauges, surtout la région du Choletais. Cholet était la capitale de cette région qu'on appelle Vendée militaire, quoi. Et il y avait également le sud de la Loire-Atlantique et le nord des Deux-Sèvres. Hein, donc toute cette région-là s'est soulevée. Alors ce qui est curieux, c'est que c'est la même semaine, en mars 93, la même semaine, absolument toute la région s'est soulevée en même temps. Et sans s'être vraiment concerté, quoi, au moment où on est venu tirer au sort les jeunes conscrits, quoi, en fait, pour les emmener défendre les frontières, quoi. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi c'est l'ouest de la France qui se soulève et pas plutôt l'est, puisque, a priori, bon, le côté autrichien, c'est plutôt l'est de la France, etc. Ça aurait été peut-être plus facile. Pourquoi est-ce que c'est l'ouest qui s'est soulevé ? Bah, écoutez, je ne suis pas historien, mais moi je pense que ça aurait très bien pu arriver ailleurs. C'est-à-dire que là, ça a été un petit peu plus fort qu'ailleurs, un petit peu pire, et donc ils se sont trouvés enrôlés comme ça, sans vraiment s'en rendre compte, et puis ça a été l'engrenage. Mais je pense que ça aurait pu se passer ailleurs, certainement en Bretagne, peut-être en Normandie, et même certainement ailleurs, mais c'est là que ça s'est le plus cristallisé. Et puis alors, à partir de ce moment-là, bon, la Convention a décrété des textes très très durs contre ces gens-là, et ça a été l'engrenage infernal, et c'était parti, quoi. Il n'y avait plus moyen de revenir en arrière, parce que la région s'est révoltée d'un seul coup, quoi. Pour ces jeunes-là qui partaient, évidemment, ces jeunes avaient une famille à nourrir, des terres, eh bien, les moissons, les saisons n'attendent pas, donc partir loin de chez soi comme ça veut dire qu'on voilà, on laisse la terre abandonnée à elle-même, et ça, dans l'esprit d'un paysan, c'est pas possible. Ah ben absolument. Absolument. Les paysans sont difficiles à déplacer parce que bon, ils laissent leur terre, ils laissent leur famille et tout. Donc effectivement, il y a eu des exodes, mais ça a été très 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 dur. Hein. D'ailleurs, ça on va le voir dans le tome 2. Hein. C'est effectivement, une fois que la guerre est commencée, c'est un engrenage absolument infernal. Et donc il y a eu des batailles. Alors au début, évidemment, ils ont été gagnants. Tout le printemps 1793, ça s'est assez bien passé. Et ils ont pris Saumur avec une artillerie importante, beaucoup de fusils, ils ont pris... un petit canon qui s'appelle Marie-Jeanne, hein, justement. Exactement, alors Marie-Jeanne, oui, dans le roman, c'est une jeune femme dont on suit évidemment les aventures, puisqu'elle a un frère qui va combattre dans l'armée vendéenne, qui sera, bon, on ne va pas raconter, hein, dont on suivra évidemment les différentes étapes, et puis son fiancé aussi. Voilà. Alors, Marie-Jeanne, donc, il s'agit de l'amoureuse de Pierre, le héros du livre. Mais il y a effectivement ce canon, hein, une coulevrine, qui a été d'ailleurs fêlé à la bataille de Saumur, mais qui était l'emblème des Vendéens. Et alors, René Charrier, donc l'auteur de ce livre, il faut préciser que c'est quelqu'un qui a 89 ans. Il fait une dédicace à son grand-père dans le livre, qui lui serait né en 1857. Et donc, il a des informations de première main au sujet de ce canon. Et avant de mourir, il vient de faire une lettre pour expliquer ce que, à son avis, enfin ce qu'on lui a dit de ce canon, qui est très original par rapport à ce qu'on en sait. Et pour lui, ce canon aurait été enterré avant la bataille de Cholet, et non pas après, contrairement à ce qu'on croit. L'artillerie était stationnée à Mortagne, et quand les Vendéens sont partis sur Cholet, ils fuyaient devant les Bleus, ils allaient donc à la bataille de Cholet, eh bien, ce canon était fêlé, donc il était inutilisable, mais c'était quand même fétiche, ils y tenaient beaucoup. Donc on leur a dit, débarrassez-vous de ça, et donc ils seraient allés l'enterrer dans un chemin qui s'appelle la Venelle-Lausanne,
qui serait entre Mortagne et le Puy-Saint-Bonnet. Alors évidemment, qu'est-ce qui reste de ce chemin aujourd'hui, je ne sais pas. Mais d'après René Charrier, ce canon a de fortes chances d'être enterré ici. Donc voilà. Ça restera un mystère. Donc, ça restera notre mystère. Je vous rappelle cette très belle saga, peut-être un film, hein, c'est écrit un petit peu comme un scénario. Marie-Jeanne la Vendéenne, écrit donc par René Charrier, Marthe Coutan et Jean-Claude Guignard. Et c'est aux éditions Cheminement. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de l'objet du livre.